Vous êtes peut-être un peu surpris de voir circuler un livre dont le titre est Faire partie, mais en réalité je vais essayer de vous montrer au cours de cette demi-heure que le travail que j'ai réalisé dans le cadre de ce livre, qui est une version remaniée de ma thèse de doctorat, est en réalité très centré sur les mouvements sociaux et plus précisément sur les dirigeants multipositionnés, c'est-à-dire des dirigeants de mouvements sociaux qui ont été ou qui sont également des cadres du Parti de la Révolution démocratique ou qui se sont reconvertis, c'est-à-dire qui ont été des dirigeants de mouvements sociaux et qui sont devenus des dirigeants partisans. Donc au-delà du contexte mexicain que je vais pouvoir évoquer que très rapidement pour contextualiser les données que je vais vous présenter, ce qui m'intéressait dans le travail que j'ai réalisé, c'était justement de proposer une lecture croisée des relations partis-mouvements sociaux qui implique forcément de croiser aussi les littératures. Donc je vais très peu revenir sur la littérature sur les partis politiques parce que ça je pense que ce n'est pas l'objet ici, mais je voudrais dire que en réalité je me suis essentiellement appuyée sur la littérature des mouvements sociaux parce qu'il me semblait que la littérature sur les partis ne donnait pas forcément les instruments pour analyser ce que je souhaitais analyser. Alors pour mettre en contexte, je vais ouvrir sur deux anecdotes qui sont présentes en début d'ouvrage. Donc en 1996, je me suis rendue comme à peu près 200 Français au Chiapas, dans la Selva Lacandona, pour une rencontre organisée par les zapatistes, la rencontre la rencontre intergalactique contre le néolibéralisme et pour l'humanité. Et donc j'ai passé une petite semaine avec environ 5000 personnes lors de cet événement organisé par les zapatistes, ce qui pour beaucoup est considéré comme l'ancêtre du premier forum social mondial. Et donc lors de cette rencontre, j'ai fait la connaissance de dirigeants de mouvements urbains, de leaders étudiants, de féministes, de militants de la cause indigène. Voilà. Et l'année suivante, je reviens au Mexique, dans un moment un peu particulier. C'est le moment des élections législatives, mais aussi c'est la première fois que le maire de Mexico est élu au suffrage universel, direct depuis 1928. Et je suis étonnée de voir que des militants, des dirigeants que j'ai connus une année auparavant au Chiapas, en réalité sont candidats à la députation locale, à la députation fédérale, sous l'étiquette du Parti de la Révolution démocratique, donc le parti de centre-gauche qui a émergé à la fin des années 80. Et donc je découvre que ces gens avec qui j'avais beaucoup parlé, avec qui j'avais sympathisé, qui s'étaient présentés comme dans le cadre de la rencontre intergalactique comme des dirigeants de mouvements sociaux, sont aussi candidats et pour beaucoup ont déjà une trajectoire partisane qui est loin d'être négligeable. Donc en fait mon questionnement de recherche est un peu parti de ce vécu empirique. Alors je fais un très 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 bref rappel historique pour ceux qui connaissent pas l'histoire mexicaine. Donc pour aller très vite, dans les années 40 s'institutionnalise un système de partis hégémoniques organisés autour de syndicats uniques qui couvrent différents secteurs de la société, avec donc une affiliation collective au parti dominant, le Parti révolutionnaire institutionnel, avec donc un président de la République qui est en haut de la pyramide et qui contrôle les différents échelons politiques et qui discute entre guillemets avec la société via ce système corporatiste, des élections qui sont maintenues formellement, mais dans un contexte sans option, pour reprendre la formule élection sans option, jusqu'à la fin des années 70. Et
et je vais très vite, des phases d'ouverture et de fermeture du régime, donc des phases où les mobilisations sont tolérées et des phases où les mobilisations sont plus réprimées, comme dans le cas très connu par exemple de 1968. Donc en fait le Parti de la Révolution démocratique né en 89 suite aux élections de 88 où les résultats sont fortement contestés, un candidat appuyé par des petits partis de gauche, un courant dissident du parti hégémonique, ainsi que de nombreux mouvements sociaux, j'y reviendrai un peu. Donc Cuauhtémoc Cárdenas était en tête lors de la soirée électorale au moment du dépouillement, et puis et finalement le système informatique tombe en panne, quand il est réparé, c'est le candidat du PRI qui était repassé en tête, et c'est un peu de cet événement que va naître le Parti de la Révolution démocratique. Donc je vous ai donné très peu d'éléments de contexte, mais j'y reviendrai un petit peu. Je ne vais pas non plus avoir le temps d'expliquer comment s'est construit ma démarche de recherche et ma construction de l'objet. Je voudrais juste dire très rapidement quelle a été un peu ma démarche et comment j'ai choisi mes approches théoriques. Donc quand je suis arrivée sur le terrain, j'avais une approche plutôt nouveaux mouvements sociaux avec des questionnements en termes d'identité. Donc j'ai commencé à observer des réunions de quartier, des mouvements, l'activité de différents hommes politiques. J'ai commencé à réaliser des entretiens et en fait les questions que je me posais ne me permettaient pas de décrypter ce que je voyais, donc en fait cette approche était dominante au Mexique dans les années 80 et 90 et présentait souvent la relation entre partis et mouvements sociaux en termes de cooptation, comme c'est le cas dans beaucoup de travaux sur l'Amérique latine. Il y a des collectifs importants comme celui de Danilo Escobar de 92 ou de 98 où systématiquement la relation elle est présentée en ces termes, et moi c'était pas du tout le vécu et ce que j'observais sur le terrain qui me paraissait beaucoup plus complexe, et quand je posais quand j'essayais de cerner aussi en termes d'identité, est-ce qu'ils se sentaient plutôt de l'organisation, plutôt de parti, ça ne faisait absolument pas sens pour mes acteurs. Pour être tout à fait honnête, évidemment, il y a eu aussi un effet qui était disciplinaire et générationnel. Donc j'ai fait une thèse en sciences politiques. Je suis la génération après l'intérêt de la science politique pour les mouvements sociaux, et toute une génération comme Johanna Siméan, Olivier Filleul, Agri Kolianski, etc., qui a travaillé sur les mouvements sociaux dans une perspective particulière qui était beaucoup plus mobilisation des ressources, et donc évidemment cet effet aussi générationnel a joué dans la réorientation de mes questionnements de recherche. Donc finalement, la question que je pose dans mon travail pour aller vite, c'est de comprendre comment des dirigeants de mouvements sociaux, donc je le disais tout à l'heure, multipositionnés ou reconvertis, ont été des éléments clés de la fabrique partisane au sens large du terme. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une école française de l'étude des partis politiques qui s'intéresse à ce qu'on appelle, ce que Frédéric Savicki appelle le milieu partisan, et donc tous les groupes sociaux militants autour des partis qui n'appartiennent pas directement au parti, mais qui, de par leur activité, contribuent à façonner ce qu'est un parti politique. Pour être très clair, mon travail s'inscrit clairement dans la lignée des travaux du processus politique et de sa reformulation autour de la political conjunction, et
donc il y a des questionnements que certains se posent, que je ne me pose pas forcément, autour de la définition de ce qu'est un mouvement social. Donc moi ce qui m'intéresse, c'était plutôt la dimension action collective, et pour clarifier les choses, je suis sur des définitions qui sont assez proches de celles de Éric Neveu par exemple. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, d'aller très très vite, je dis juste deux mots quand même sur le travail de terrain que j'ai réalisé, parce qu'il est il est partie prenante des choix qui ont été faits. Donc j'ai vécu pendant 2 ans sur place quand je réalisais mon travail de terrain, dans une immersion presque totale en fait dans le parti. Donc j'ai oublié de dire que depuis 89, c'est le 2e ou 3e parti à l'échelle nationale, que au Mexique les partis sont quand même très très conséquents. Donc aujourd'hui officiellement le Parti de la Révolution démocratique a 1 300 000 militants. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc j'ai vécu immergée dans les activités du parti qui étaient multiples, et donc j'ai participé à des activités aussi diverses que des congrès, des conseils nationaux, des réunions de courant, les activités des députés, de dirigeants, des enterrements, des fêtes, et évidemment toutes les activités des associations sur lesquelles j'ai travaillé, essentiellement des associations de lutte pour le logement. Donc j'ai réalisé plus de 70 entretiens formels avec des dirigeants. Donc mon travail porte sur des dirigeants, j'ai aussi fait des entretiens avec des militants, mais c'est important de préciser que c'est quand même plus sur des dirigeants. Et donc j'ai réalisé une enquête quantitative. Alors dans le petit fascicule que je vous ai donné, vous en avez beaucoup de résultats. C'est pas représentatif de la place que ça a dans mon travail. C'est juste que pour transmettre les choses très vite, c'est plus facile avec des données quantitatives. Mais il y a toute une dimension ethnographique qui est vraiment présente dans mon travail. Et j'ai construit aussi 2 bases de données. Une sur la violence politique et une autre sur des CV. Donc j'ai aussi fait un travail d'archives, etc. Bon, alors je vais au pas de course vous présenter un peu ma démarche sur comment j'ai essayé de travailler sur ces relations partis-mouvements sociaux. Donc moi ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment s'étaient formés les réseaux militants des dirigeants sur lesquels j'étais en train de travailler à la fin des années 90, au début des années 2000. Donc pour ça a impliqué de revenir sur tous les mouvements à l'échelle de la vie militante de ces dirigeants sur lesquels je travaillais. Donc ça a impliqué de remonter jusqu'aux années 60, puisque à la fin des années 90, les plus âgés de mes dirigeants avaient 60-70 ans. Et donc dans un premier temps, à travers la reconstitution de leur trajectoire militante, j'ai cherché à savoir où ils étaient et quand depuis les années 60. Donc aussi bien à travers les entretiens, mais il y a aussi une enquête quantitative. Ce qui était très, très important pour moi, c'était de comprendre où ils étaient en fonction du cycle de mobilisation. Donc en fait, à partir de travaux de d'autres collègues, j'ai identifié des cycles de mobilisation. Donc il y a paradoxalement 68 n'est pas un pic de mobilisation au Mexique, vous le voyez sur le graphique qui est présenté en page 1 du document, parce que c'était une mobilisation qui restait concentrée à Mexico. Mais en revanche, le mouvement étudiant et surtout un mouvement paysan qui a suivi dans les années 70 a été un pic de mobilisation, et ensuite on voit plusieurs autres cycles. Donc un cycle en 82 qui correspond à la crise économique et une grande mobilisation syndicale autour des questions économiques, un autre pic en 86 autour des questions du logement suite au tremblement de terre à Mexico, un pic en 88 qui est lié aux élections, qui est là lié aux mobilisations post-électorales. Et en fait, les collègues qui ont établi ce graphique qu'on peut critiquer, mais l'important c'est les tendances, n'ont pas inclus les années 90. Et donc évidemment dans les années 90, il y a un autre cycle de mobilisation autour des zapatistes,
du mouvement zapatiste, des questions indigènes, mais aussi des endettés liés donc à des questions qu'on connaît beaucoup mieux maintenant en Europe et qu'à une époque on connaissait pas très bien. Voilà, donc j'ai donc vous pouvez tourner la page. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pour chaque génération de dirigeants. Donc il y a des petits, pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a des petits fascicules qui sont disponibles là sur la table. C'était de comprendre où étaient mes dirigeants. Donc par exemple, si on prend le premier cycle de mobilisation, parmi mes dirigeants du PRD étudiés dans les années 2000, 59% avaient participé au mouvement étudiant pendant le cycle 68-77 et 24% avaient participé au mouvement paysan. Bon, donc il y avait cet aspect-là, et ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre dans quel type de structure militante ils s'étaient engagés. Donc des mouvements sociaux, des partis, des syndicats, des ONG, puisqu'il y a aussi des ONG contestataires, surtout à partir des années 90, et de voir donc la variation de ce militantisme à la fois en termes de thématique, mais aussi en termes d'espace de l'engagement. Et donc en fait, dans les 2 premiers chapitres du livre, je reviens sur la construction de ce réseau militant du Parti de la Révolution démocratique qui naît en 89, mais donc moi je remonte jusqu'aux années 60, et pour chaque période, chaque cycle, je renouvelle donc cet exercice de voir où étaient mes dirigeants. Et dans les faits, en fait, beaucoup de mes dirigeants du PRD avaient été des leaders de premier plan de ces différents mouvements. Donc on peut éventuellement revenir sur des questions méthodologiques et ce que ça implique de partir de ceux qui restent, de ceux qui sont encore là en 2000. Là, j'ai pas le temps de l'aborder. Et donc on arrive, donc vous pouvez tourner la page et arriver page 4 à un schéma qui est absolument illisible, mais qui est parce qu'en fait les schémas de réseau, je pense que c'est lisible que pour ceux qui les font, mais qui nous dit quand même quelque chose. Alors qui nous dit quoi? Qui nous dit tout simplement, donc vous voyez sur l'épisode 90-93, il y a un soleil qui est le Parti de la Révolution démocratique, pas parce que c'est mon soleil, mais juste parce que c'est son symbole, le soleil aztèque. Et donc en fait, toutes les petites flèches correspondent à des flux de militants. Donc on voit, donc vous avez le mouvement urbain populaire, des organisations paysannes, des organisations étudiantes, et on voit en fait la densité de ces réseaux. Et comment l'importance de ces militants qui vont converger à la fin des années 80, au début des années 90, vers le Parti de la Révolution démocratique. Et autre élément qui est extrêmement important, qui vont converger, mais qui vont continuer à être très actifs dans des mouvements ou dans ce qu'on appelle au Mexique des organisations sociales, des associations nées de l'institutionnalisation, de la cristallisation des mouvements sociaux. Donc quand vous avez des flèches avec 2 bouts, c'est qu'il y a un multipositionnement. Et donc en fait le dernier épisode a sauté, donc le dernier épisode c'est 93-2000, et on voit que même après 10 ans d'existence du parti, il y a encore cette densité très importante de liens. Alors je peux pas. Pardon. Vous pouvez tourner la page et là vous avez l'illustration de 2 cas de mouvements qui ont participé à la fondation du Parti de la Révolution démocratique à la fin des années 80. Donc vous avez Super Mario, donc qui est le vengeur masqué des mal logés, donc qui est un catcheur qui se bat contre le FMI, contre l'Office des mouvements sociaux de la ville de
Mexico ou fédéral contre la Banque mondiale, etc., et qui était le leader emblématique d'une association de lutte pour le logement qui a été très très active dans les années 80 et 90, qui est Asamblea de Barrios, et qui a donc appuyé la candidature de Cuauhtémoc Cárdenas, qui va devenir ensuite la figure tutélaire du Parti de la Révolution démocratique. Et en dessous, vous avez une affiche d'un mouvement étudiant, un mouvement étudiant qui s'est développé à la UNAM, la principale université du pays, en 86, contre la mise en place de droits d'inscription pour rentrer à l'université notamment. Et donc là, c'est une affiche de Cárdenas à la UNAM en meeting lors de l'élection de 88, appuyée donc par ce mouvement étudiant. Et entre parenthèses, c'est aujourd'hui considéré comme un moment clé de la campagne électorale de Cárdenas cette année-là. Alors, donc pourquoi resituer la trajectoire de ces militants dans un temps relativement long? L'objectif touche à la fois à l'étude des mouvements sociaux et aussi l'étude des partis politiques. Donc l'idée, c'est souvent on fait des monographies de mouvements et donc on voit pas ce qui se passe après la démobilisation. On voit pas ce qui se passe une fois que le mouvement se termine. Et donc bon, j'ai pas le temps de détailler, mais donc moi à travers cet exercice-là, j'ai largement mis en évidence comment on voit les militants, les dirigeants migrer d'un mouvement à l'autre au cours de ces cycles, et il se trouve qu'à un moment donné, ils vont participer à la création du Parti de la Révolution démocratique. Et donc là pointe déjà un élément qui est pour moi essentiel, c'est que en fait ils s'investissent dans le parti à un moment où il y a la fin d'un épisode, où il y a la fin d'un cycle et où on est en phase de démobilisation. Et donc là, ça inverse le raisonnement qu'on trouve dans beaucoup de travaux sur les mouvements sociaux, qui est de dire les partis cooptent les leaders de mouvements et du coup les mouvements se démobilisent. Donc moi je démontre un peu l'inverse, et d'autant plus qu'il peut très bien, et je ne peux pas le présenter ici, mais y avoir aussi des va-et-vient qui s'opèrent, et parmi les dirigeants sur lesquels j'ai travaillé, certains vont être un temps dans le Parti de la Révolution démocratique, vont revenir à leur militantisme dans un mouvement social. Il y a des effets de va-et-vient qui sont très importants. Bon, j'en viens à une deuxième partie qui est quel impact alors sur la formation d'un parti politique, l'arrivée massive de ces dirigeants de mouvements sociaux, puisque d'après mes chiffres, 27% des dirigeants de ce parti sont en fait issus de mouvements sociaux. Et en plus, c'est variable en fonction de la date d'entrée dans le parti. Et donc il y a une période noire, en 91-93, il y a une répression qui est très très importante. Beaucoup de militants sont tués à l'échelle locale, enfin des militants de base dans certains États, pas dans tous, dans quelques États. Et là, on voit que ceux qui sont rentrés dans le parti sur cette période-là sont essentiellement des dirigeants de mouvements sociaux, qui en fait ont un savoir-faire de résistance vis-à-vis de la répression de l'État, des autorités locales, ou de caciques locaux, ou de la police locale. Enfin, il y a des configurations différentes en fonction des contextes politiques locaux. Et c'est donc eux aussi qui ont un savoir-faire en termes de recrutement dans ce contexte de répression. Donc ça, c'est un élément important. Et donc ils jouent un rôle très important dans les réseaux des recrutements des militants, surtout dans cette période-là. Un autre rôle très important de ces dirigeants des mouvements sociaux, de facto, presque jusqu'aux années 2000, c'est eux qui vont jouer réellement un rôle d'encadrement des militants à l'échelle locale, donc les assemblées en fait de nombreux mouvements. Donc moi j'ai travaillé sur des mouvements urbains, mais j'aurais pu aussi travailler en zone rurale. De nombreuses assemblées se transforment au gré des conjonctures, soit en assemblée du parti, si c'est un contexte électoral, soit se centrent sur les actions
activités de l'organisation, où on évoque à la fois le contexte politique et l'actualité de l'organisation. Donc en fait l'apport en termes de construction du parti est très divers. Il y a un élément que j'ai oublié d'évoquer, c'est aussi les savoir-faire en termes de pratiques contestataires, puisqu'en fait dans les années 90, le Parti de la Révolution démocratique va essentiellement avoir recours à la contestation, aux manifestations, aux marches, qui est un répertoire assez courant au Mexique, des marches qui sont organisées d'États qui sont parfois très éloignés de Mexico, qui peuvent être à 2000 km, et donc les gens partent et marchent jusqu'à 1 mois et demi pour rejoindre la capitale, et donc le PRD a eu recours fréquemment à ce type de répertoire d'action. Et donc clairement là c'est les dirigeants des mouvements sociaux qui ont apporté qui ont imprimé leur marque en apportant leur savoir-faire contestataire, et c'est sur eux que s'est reposée vraiment l'organisation des activités routinières du parti. Donc il me reste très peu de temps, je termine en disant, donc vous pouvez tourner la page, donc là vous avez donc vous avez des données sur les militants tués, on pourra y revenir éventuellement dans la discussion, et il y a une photo aussi d'une marche organisée depuis l'État du Guerrero par un dirigeant du PRD. Alors j'en arrive à la dernière partie, je me suis donc intéressée aussi à l'impact que ça a sur les règles du jeu interne du parti, et également sur le type de recrutement politique que ça implique. Alors sur les règles du jeu interne du parti, donc j'ai évoqué déjà un certain nombre d'éléments sur l'encadrement des militants, etc., etc. Mais c'est autre chose là qui m'intéressait. En fait, les dirigeants des mouvements sociaux ont largement contribué au fait que très tôt dans l'histoire du parti, et très tôt par rapport à d'autres configurations nationales, le Parti de la Révolution démocratique a instauré des élections internes ouvertes, donc dès 93, et ouvertes à tous les citoyens mexicains munis d'une carte d'électeur dès 1996. Donc aujourd'hui ça paraît banal, mais ça l'était pas à l'époque. Et donc il y a eu énormément de batailles autour de cette règle du jeu qui finalement les favorisait très largement, puisque ça leur permettait de mobiliser très massivement leurs militants et d'infléchir le fonctionnement du parti. J'ai pas le temps de préciser sur quoi, mais si bien que par exemple des intellectuels d'envergure nationale se retrouvaient en compétition dans une circonscription avec un dirigeant de quartier qui n'avait que le niveau lycée, mais qui était très bien implanté dans ce quartier, et c'était lui qui l'emportait haut la main. Donc ça a évidemment donné lieu à des batailles de délégitimation extrêmement fortes. Et donc là j'avance un autre élément qui est extrêmement important et qui apparaît dans les tableaux, que les nombreux tableaux que je vous présente ensuite et que je ne vais pas pouvoir commenter, c'est que en fait ça a notablement infléchi le recrutement social au sein du parti, puisqu'en fait les dirigeants des mouvements sociaux, surtout la deuxième génération, j'ai pas le temps de préciser, mais sont plus issus des milieux populaires que les dirigeants partisans traditionnels, qui sont d'ailleurs majoritairement des universitaires. Donc on va voir arriver dans les instances de direction du parti à des postes de députés des leaders de mouvements sociaux qui sont d'origine populaire, qui parfois ont bénéficié de la démocratisation de l'enseignement supérieur au Mexique dans les années 60, qui a commencé dans les années 60, mais parfois non, et qui n'ont pas non plus les mêmes caractéristiques physiques
puisque au Mexique, appartenance de classe et de race, d'ethnie, parfois se combinent, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais quand même un peu. Et l'autre élément, et je vais terminer sur ça, l'autre élément, c'est que ça a contribué à une très forte féminisation des instances dirigeantes du parti, puisqu'en fait, si on regarde les filières d'entrée en fonction du sexe, on constate que beaucoup de femmes sont rentrées dans le parti par les mouvements sociaux. Rien de très mystérieux, les partis de gauche marxistes-léninistes dans les années 70 et 80 étaient plutôt machistes, et les mouvements sociaux ont été un espace plus propice à l'engagement des femmes. Alors c'est tout ça est très rapide, mais j'espère que je vous aurai donné un peu envie de lire mon livre. Donc juste, en conclusion, donc pour revenir sur ce qui me semble être l'intérêt de ma démarche au-delà du cas mexicain, c'est vraiment le fait de ne pas entrer par une monographie d'un mouvement, mais par l'ensemble des épisodes contestataires à l'échelle des vies militantes des dirigeants sur lesquels j'ai travaillé, ce qui permet vraiment de saisir pleinement le continuum de l'action collective, au-delà des structures, au-delà des types d'organisations dans lesquelles s'est épanoui le militantisme de ces personnes. Et donc de vraiment comprendre ces passages d'un militantisme à l'autre et les va-et-vient qui peut y avoir. L'autre élément, mais qui est sans doute de moindre intérêt pour vous, est lié à une littérature dominante sur les partis politiques qui présuppose aujourd'hui la déconnexion des partis de la société civile, notamment la théorie du parti cartel de Katsemer, et donc une approche de ce type me permet de montrer que il faut aussi penser la vie des partis en fonction des cycles de mobilisation et des cycles des vies des partis, parce que si on prend le cas de nombreux partis européens ou de partis français, on voit que par exemple après les mobilisations de 68 et des années 70, beaucoup de militants de mouvements sociaux ont intégré les partis politiques, et que quand ils ont élaboré cette théorie dans les années 90, à la fin de cette génération-là, et qu'il n'y avait pas eu forcément de renouvellement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est généralisable au-delà de ça et au-delà du contexte mexicain? Je dirais tout simplement que sur la question des relations entre partis et mouvements sociaux, c'est d'avoir une démarche attentive à des éléments empiriques. Donc, pas s'intéresser à des rapports de structure à structure, où on va être sur des discours très institutionnels, très langue de bois, aussi bien des mouvements que des partis politiques, mais de comprendre comment il y a des transferts ou pas de savoir-faire, parce que dans certains contextes ce n'est pas possible, il y a des formes de délégitimation des savoir-faire issus des mouvements sociaux, comprendre aussi l'impact sur les modes d'organisation et les transferts de modes, de type d'organisation des mouvements sociaux vers les partis. Par exemple, beaucoup de gens ayant travaillé sur les partis verts considèrent que la démocratie interne ou l'instabilité, selon la lecture qu'on en fait des partis verts, est aussi lié à cet héritage venu des mouvements sociaux. Et il y a un autre élément qui est aussi extrêmement important, c'est la question des prises de rôle en situation. Donc comment se comporte-t-on en fonction qu'on est dans le parti ou dans le mouvement, et comment le rôle s'institue et comment on s'éloigne éventuellement d'une organisation ou d'un militantisme en fonction de cette prise de rôle. Je pointe pour finir juste deux limites. Bien sûr, moi je suis partie du parti.
Et même si j'ai beaucoup travaillé sur les mouvements, les questions que je me pose, in fine, sont plus liées au transfert vers le parti. Et donc il y a tout un travail, un regard qui serait à faire sur la manière dont ça se passe aussi dans les organisations, hein, quel type de compétences on valorise dans les associations quand on a aussi un pied dans un parti politique, etc. etc. Et donc tous les effets de transfert dans d'autres sens. Et également mieux saisir finalement la dimension des attachements, la dimension morale des attachements et des va-et-vient. Et à mon sens, ça c'est beaucoup plus, j'ai terminé, oui, c'est beaucoup plus faisable à l'échelle des militants, ce que j'ai beaucoup plus fait ces dernières années. Et là, c'était plus, quand on travaille à l'échelle des dirigeants, ça pose aussi un certain nombre de problèmes méthodologiques pour aborder certaines questions. Voilà, je vais m'arrêter là.